Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la sonde spatiale la plus badass jamais envoyée par l'homme. Une sonde qui, pendant près de 20 ans, a cumulé records et prises de risques. Aujourd'hui, je vous parle de Cassini-Huygens. Il y a peu de sondes spatiales qui ont radicalement changé l'exploration du système solaire. En ce qui concerne Cassini-Huygens, la question ne se pose même pas. Durant près de 20 ans, cette sonde spatiale envoyée aux confins du système saturnien a marqué le monde entier avec ses records et ses photographies à couper le souffle. Mais avant de vous narrer ces événements, il serait peut-être judicieux de savoir d'où vient cette sonde, quelles sont ses origines, son processus de création. Entre 1989 et 2003 s'est déroulée la mission Galileo avec la sonde du même nom, qui avait pour but d'explorer le système de Jupiter. Cette mission de la NASA, en collaboration avec l'agence spatiale allemande, a été un franc succès et le Congrès américain compte bien financer une mission similaire, mais cette fois-ci avec Saturne et en collaboration avec l'ESA, l'agence européenne. C'est ainsi qu'on ressort des cartons le projet Cassini, destiné donc à aller vers Saturne. Il y avait deux gros objectifs avec cette mission. Orbiter autour de Saturne et prendre le plus de clichés possible, et envoyer un atterrisseur sur la surface de Titan. Mais ça, on en reparle après. Ce projet a été très long à préparer puisqu'il est en phase de réflexion dans les années 1980, en phase de développement dans les années 90, et la mission s'est déroulée principalement dans les années 2000 et 2010. Initialement, au début du projet, ce devait être la navette spatiale d'envoyer la sonde. En effet, la navette américaine avait le mérite d'être particulièrement efficace lors d'une mise en orbite. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé ça. En avril 1986, la 10e mission de Challenger se solde par un échec au décollage, tuant son équipage. L'efficacité de la navette est alors sérieusement remise en question. Alors il en a d'autres, de navettes, Columbia, Atlantis et Discovery, mais la NASA ne veut pas prendre de risques. Malgré cela, le projet avance bien, et le lancement est prévu pour la fin de décennie 90. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'un des principaux objectifs était d'envoyer un atterrisseur sur Titan. À la base, ce n'était pas prévu, mais quand on envoie une sonde survoler le système saturnien, on ne pouvait pas passer à côté de Titan. Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne et la deuxième plus grosse lune planétaire du système solaire derrière Ganymède. Elle a la particularité de posséder une atmosphère presque aussi dense que celle de la Terre et présente des caractéristiques très intéressantes, surtout en ce qui concerne l'apparition de la vie. Et c'est ainsi que Cassini est devenu Cassini-Huygens, car on a placé à la sonde un petit atterrisseur, Huygens, destiné à se poser sur Titan. Et c'est l'heure de la petite parenthèse du jour. Ouais, je sais, j'ai mis un max de budget pour le jingle. Les noms de Cassini et Huygens viennent de deux astronomes et physiciens du même nom. Le premier est Giovanni Domenico Cassini, un astronome savoyard né en 1625 et mort en 1712. Il s'est fait particulièrement remarquer pour ses travaux sur la gravité et la pesanteur, la distance entre la Terre et le Soleil, et pour avoir découvert la grande tache rouge dans la haute atmosphère de Jupiter. Le second n'est autre que le légendaire néerlandais Christian Huygens, vivant à la même époque que Cassini, étant entre autres le découvreur de pas mal d'étoiles dans le ciel, de la nébuleuse d'Orion, ainsi que de nombreuses avancées en matière de physique mécanique et d'instruments d'observation. Ayant en plus une apogée dans sa carrière en étant membre de la Royal Society, il sera aussi le découvreur de la lune de Saturne, Titan. Et c'est donc tout logiquement que l'on a nommé l'atterrisseur en son nom, Huygens. L'ensemble Cassini-Huygens, ça ressemble à ça, un objet très complexe, surtout pour la sonde Cassini. À l'époque, c'était l'un des instruments optiques les plus performants jamais créés. Pas étonnant que son coût équivaut à environ 1,5 milliard de dollars. L'antenne de la sonde a été réalisée par l'agence spatiale italienne pour la bagatelle de 160 millions de dollars. Et oui, ça paraît bizarre car on se réfère tout le temps à la NASA, mais il ne faut pas oublier que cette mission est avant tout une collaboration internationale. Je ne vais pas détailler l'entièreté de la sonde parce que sinon ça serait beaucoup trop complexe. Mais pour résumer, on a là une sonde à la pointe de la technologie au même titre que la sonde Galileo ou le télescope spatial Hubble. C'est aussi une sonde qui a coûté extrêmement cher, pas moins de 3,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, le rover Curiosity a coûté 1 milliard de dollars de moins.
et c'est pourtant l'un des projets les plus chers de la NASA à l'heure actuelle. Parlons maintenant de l'atterrisseur. Contrairement à Cassini qui était plutôt imposant, l'atterrisseur Huygens était relativement petit. Huygens était le fruit des Européens, et malgré son poids ridicule de 318 kg, les ingénieurs lui ont donné une grande capacité à analyser des données. Parce qu'après tout, ce sera son job, récolter le plus de données possible sur Titan, afin d'en savoir plus sur cette lune. Faisons maintenant un bond dans le temps. Nous sommes le 15 octobre 1997, et le lanceur Titan 4 envoie Cassini-Huygens en orbite autour de la Terre. 3, 2, 1... and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in, roll program is in. Avant d'aller se balader dans le système solaire, il faut d'abord réaliser tout un tas de manœuvres et de corrections de trajectoire afin d'être sûr de là où on veut aller. Et comme les planètes à l'échelle du système solaire entier sont minuscules, il faut bien viser. En avril 1998, la sonde survole Vénus. En fait, la sonde a besoin de passer tout près de planètes afin de prendre de la vitesse. C'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Donc avant de partir tout droit vers le système solaire extérieur, la sonde va survoler Vénus 2 fois, puis va revenir vers l'orbite terrestre afin d'être catapultée hors du système solaire intérieur en août 1999. 1 an et demi plus tard, en décembre 2000, Cassini arrive aux abords de Jupiter. Elle a déjà parcouru plusieurs centaines de millions de kilomètres et a besoin de l'attraction de Jupiter pour filer tout droit vers Saturne. Elle en profitera d'ailleurs pour prendre quelques clichés sur la géante gazeuse. Le fait est que le voyage est long, très long. Je vous rappelle, on a envoyé la sonde en octobre 1997. Elle arrivera dans le système saturnien en juillet 2004. 7 ans de voyage. Ça y est, Cassini est enfin arrivé à destination. Sa première observation fut le survol de la lune Phoebé, un tout petit satellite orbitant à plus de 13 millions de kilomètres de Saturne. À partir du mois d'octobre, la sonde se dirige vers Titan. Son premier passage se fait à moins de 1200 km et révèle que l'atmosphère de Titan est beaucoup plus dense et beaucoup plus opaque que ce qu'on pensait. Cela présente à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que l'atterrisseur Huygens n'aura pas à constamment utiliser ses moteurs pour freiner. L'atmosphère s'en chargera et avec la faible gravité de la Lune, comparée à la Terre, l'atterrissage sera tout en douceur. L'inconvénient, c'est qu'avec cette masse de nuages, on voit pas grand chose et on doit malheureusement s'attendre au pire. Si jamais il y a une tempête, des vents violents ou quoi que ce soit d'autre, c'est mort. Je vous rappelle, Huygens c'est un truc de 300 kg qui peut facilement perdre le contrôle. Et c'est pour ça que Cassini fait des sortes de repérages pour bien analyser l'atmosphère du satellite. Le 16 décembre, Huygens se détache de Cassini et commence à descendre doucement mais sûrement vers une orbite basse autour de Titan. Le 14 janvier 2005, le processus d'atterrissage commence. À partir de 1300 km d'altitude, la sonde pénètre l'atmosphère du satellite avec une vitesse de 5 km par seconde, ce qui est beaucoup. Les données récoltées durant la rentrée indiquent que le bouclier thermique a subi une température de 2000 degrés à cause des frottements avec l'atmosphère. On se rend compte alors à quel point cette atmosphère est dense et surtout freine drastiquement la sonde. À partir de 140 km d'altitude, Huygens descend tranquillement à la vitesse de 420 km/h, vitesse qui va elle aussi ralentir progressivement. Heureusement, malgré les nuages opaques, le vent est très doux, voire quasi négligeable, et la sonde n'est en aucun cas déséquilibrée. Plusieurs heures plus tard, Huygens se pose doucement à la surface. Le 14 janvier 2005 restera un jour historique pour l'exploration spatiale. Huygens est et reste à ce jour l'objet humain s'étant posé le plus loin de la Terre. Il prendra aussi 7 photos devenues maintenant mondialement connues, montrant la surface de Titan. Les données récoltées par Cassini et Huygens prouvèrent aussi l'existence de lacs de méthane à la surface de la Lune. Bien qu'elle soit une sérieuse candidate à l'apparition de la vie, Titan reste avant tout un désert glacial caché sous une couche de nuages opaques composée à 98% de diazote. Mais ce n'est pas tout. Durant la rentrée atmosphérique de Huygens, la sonde a enregistré le son de l'atmosphère de Titan.
Il y a beaucoup de vidéos sur internet vous expliquant qu'on a réussi à enregistrer des sons de Saturne, d'Uranus, de Vénus, etc. Sauf que ces sons sont avant tout des reconstitutions numériques à partir d'ondes radio. Là, avec Titan, l'atterrisseur avait un enregistreur audio. Et du coup, je vous laisse écouter quelques instants ce son venant d'un autre monde. Revenons maintenant à Cassini. Entre 2004 et 2017, la sonde a réalisé énormément de choses et il est impossible pour moi de tout vous expliquer, sinon la vidéo ferait 3 heures. Et encore en 3 heures, ça serait difficile de tout résumer. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite et fin de cette incroyable aventure spatiale. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!